Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent « Dorian, range ta chambre. Comment tu peux travailler dans un bazar pareil? Comment ton bureau peut être aussi mal rangé ?» Et moi, j'étais hyper content d'évoluer dans ce bazar qui était le mien. Je retrouvais toujours tout. J'arrivais vraiment bien à travailler. Mais ça, c'est peut-être parce que aussi j'étais seul et je savais où je mettais un peu mon bazar. Mais c'est vrai que quand un ami vient à la maison pour travailler, pour qu'on puisse bosser ensemble, c'est peut-être pas cool d'avoir une chambre qui ressemble un petit peu à ça et d'avoir un bureau qui n'est pas partageable. Dans l'IT, dans les projets informatiques, c'est un peu pareil. On a horreur d'arriver sur un projet dans lequel c'est le foutoir et on ne sait pas par où commencer. Ça vous est peut-être déjà arrivé et c'est un petit peu frustrant de devoir demander à quelqu'un je dois faire telle feature, par où je commence, j'arrive pas à trouver mon point d'entrée. Et c'est vrai que au mieux c'est rangé, au mieux on va pouvoir développer correctement. Le deuxième exemple que j'aime bien donner, c'est celui-là. Raccord d'un nouveau client. Qui veut le faire? Raccorder un nouveau client à la fibre sans casser le raccordement des autres, dans ce contexte-là, je vous mets au défi. Ou si on vous dit il y a un câble qui ne marche plus, ben pareil, pour trouver lequel ne va plus fonctionner, ça va être un petit peu compliqué. On ne veut pas travailler dans un contexte comme ça. Donc là, c'est un raccordement de fibre, c'est une vraie photo d'armoire. Dans l'informatique, lorsque vous faites du développement logiciel, ça va être exactement la même chose. On ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Je m'appelle Dorian Lamandé, j'ai 15 ans d'expérience dans le développement logiciel. Je viens de la société Octo Technologies, à main levée. Qui connaît Octo? Ah ouais, quand même. Cool. J'ai plein de rôles chez Octo. Je suis tech lead. Je suis aussi développeur, c'est ce que je préfère le plus. Formateur, sur tout ce qui est DDD, tech leading, un petit peu d'agilité. Et enfin, je lead aussi une tribu qui va s'occuper un petit peu des pratiques craft au sein de notre société, nos projets chez nos clients. Vous avez en bas de cette slide l'ensemble de mes réseaux sociaux. Et pour ceux qui peut-être me connaissent un petit peu, je fais des petites vidéos rigolotes, des shorts sur YouTube, où je tourne en dérision l'IT. Donc si à un moment donné vous avez un coup de mou et que vous voulez rire un petit peu, je vous invite à aller sur la chaîne Instant Coding. Et pareil sur Twitch, j'ai de temps en temps des lives un peu pro où on parle de sujets d'IT. Donc je vous invite à regarder aussi si ça vous intéresse et pourquoi pas participer, être les prochains speakers sur cette chaîne. Ça c'était pour moi. Et j'ai une devise. Bon, c'est pas forcément la mienne, hein, mais celle que j'applique. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai que par défaut, j'ai tendance à faire confiance. Mais j'aime bien regarder un petit peu ce que réalise ma team, mes collègues, afin de m'assurer qu'on ne se retrouve pas dans l'état de l'armoire de FIF que vous avez vu un petit peu précédemment. Le talk pourrait se résumer uniquement sur cette slide. Isolé, c'est gagné. S'il y a un truc à retenir de ce talk, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement de deux architectures. En haut, dans le coin gauche du ring, on a la clean architecture. On va y revenir tout de suite après. Et en bas, dans le coin à droite du ring, on a l'archi hexagonale. Le but de ces deux architectures-là, c'est d'isoler la valeur. OK. Dans la clean archi, ça va être plutôt dans les entities. Dans l'archi hexa, ça va être dans l'hexagone au niveau de l'application. Mais on va y revenir. La clean architecture, ça a été rapporté par Robert Cecil-Martin en 2012, plus connu sous le nom de Oncle Bob, pour les intimes. Et lui, il va détailler très spécifiquement ce qu'il faut faire quand on veut implémenter, utiliser une clean architecture.
À droite, je vous ai mis une représentation un petit peu des objets, des interfaces qu'on pourrait retrouver dans beaucoup de code base. On a des présenteurs au travers d'interfaces et aussi d'implémentations dans lesquelles on va retrouver des règles de présentation. Des use cases, il y a plusieurs noms dans la littérature, on parle aussi d'interactors. Moi j'aime bien use case, ça fait cas d'utilisation, c'est chouette. On va orchestrer les règles de l'application. Les entités, les entities, c'est là où on va retrouver essentiellement les règles métiers. Et ensuite, on a la notion de gateway pour Oncle Bob, mais moi j'appelle ça plutôt des repos. Alors pas le pattern qu'on peut connaître, le time pattern, mais les repositories au sens je veux accéder à la donnée. Et par exemple, une implème de repository pourrait être un accès à base de données. Mais on verra qu'il n'y a pas que ça. Dans le coin droit, on a l'architecture EXA, qui existait un petit peu avant, en 2005, par Alistair Cockburn. J'ai oublié de préciser que Alistair et Oncle Bob ont tous les deux été signataires du manifeste Agile, pour les développeurs, normalement, que nos amis PO se sont un petit peu trop appropriés. Ça a perdu un peu de son sens. Je vous invite à relire de temps en temps le manifeste Agile pour dire « Ah ouais, c'était quand même un peu pour nous, quand même, les devs ». Et lui, l'archi-exa, il va pas trop dire ce qu'il y a à l'intérieur. Il dit, vous avez une appli, vous avez des ports à gauche, des ports à droite, des adapteurs à gauche, des adapteurs à droite. On va avoir un client-side à gauche et un server-side, où on va retrouver souvent les appels réseau, à droite. Concrètement, dans le code, qu'est-ce qu'on va retrouver? Juste ça. Des ports, des adapteurs, dans lesquels on va avoir en effet la partie technologique, on va y revenir un petit peu plus concrètement après, et une implémentation de l'application dans laquelle on va retrouver en effet les règles de l'application. Si on commence par ça, on peut être un peu perdu. Et j'ai un collègue qui en 2023, je crois, oui, il s'est dit, ce serait quand même super chouette de prendre le meilleur des deux mondes. Ce collègue, c'est Christophe Breyer-Girardin, et il a inventé la clean archigonale. Le nom peut faire rire, en effet, mais c'est pas si bête. C'est pas si bête de regrouper les deux mondes pour en faire qu'un. À droite, vous avez la vraie structure d'un projet. Le talk se base sur un projet que je développe en ce moment. Vous avez la vraie structure, et ce qui est chouette, c'est que quand on arrive dans ce projet, c'est rangé. Je vous jure qu'il n'y a pas de montage. Vous pourrez vérifier par vous-même, vous aurez le code source à la fin. C'est parfaitement bien rangé, ce qui fait que si demain j'ai besoin de modifier le use case de la mise à jour de mon profil utilisateur, je sais où taper. C'est facile. Ce type de structure, ça a un nom. Est-ce que vous le connaissez? Ça s'appelle la Screaming Architecture. C'est le fait que quand on ouvre un projet, on voit directement toutes les fonctionnalités proposées par le logiciel. Et je vous garantis que c'est un bonheur. Si vous voulez en savoir plus sur la clean archigonale, qui vous a fait un petit peu rire comme nom, Christophe a fait un talk qui est assez sympa de 45 minutes. Vous pouvez flasher le code et mettre en favori et regarder plus tard, pas maintenant, s'il vous plaît. C'est bon? Et si vraiment vous êtes accro à l'archi-exa et à la clean archi, là on en parle pendant 2 heures au travers d'un live Twitch qui est disponible sur la chaîne YouTube. Et là on va un petit peu plus loin, on va faire un petit peu d'implémentation de code et on rentre vraiment dans les détails. Il s'agit d'un talk sur un front. Ça peut paraître bizarre avec les archis que je vous ai présentés. Trop souvent, quand on veut mettre en place un front, on commence tout de suite par la techno. Le seul truc pour moi qui est OK de choisir une techno, c'est le framework de base. Angular, React, Vue, ce que vous voulez. Stop, c'est tout. Le reste, on s'en fiche. C'est pas ça la valeur du front. C'est pas la bibliothèque que vous allez utiliser pour faire vos appels réseau.
C'est pas la bibliothèque que vous allez utiliser pour gérer votre CSS si vous le faites. C'est pas la bibliothèque que vous allez utiliser pour gérer votre état. C'est pas la bibliothèque utilisée pour ou l'archi, pardon, pour l'état et la bibliothèque pour gérer, par exemple, des stores. On s'en fiche à T0 de commencer par Pinia, par exemple. C'est pas ça la valeur d'un front web. Votre utilisateur, votre client, il va pas regarder quelles sont les librairies que vous avez mis en place, utilisées. C'est vraiment super important. Bah ouais, mais du coup, Dorian, c'est quoi la valeur? J'y viens. La valeur d'un front, finalement, c'est la partie dans le code où on va retrouver les règles fonctionnelles. Comment j'affiche telle donnée? D'où elle vient? Est-ce que je la transforme? Je la transforme pas. Ah, j'ai une date qui n'est pas super lisible de mon back-end, il faut que je la transforme, sinon mon utilisateur il va rien comprendre. La représentation graphique du métier, ce qui vient d'un bac et puis ce qu'on va afficher dans notre navigateur, si on l'affiche en brut, ça ne va pas être génial, il faut faire une petite transformation. Peut-être aussi appliquer des classes CSS, de la couleur. On a un message d'erreur plutôt en rouge, un message de succès plutôt en vert peut-être, un warning en orange, etc., etc. Et enfin, j'aurais pu le mettre en premier, c'est assurer la qualité, enfin une expérience de qualité à votre utilisateur. Que le chargement soit fluide, rapide. S'il y a un bug quelque part, on essaye de ne pas bloquer tout le site parce qu'on a un endpoint qui est tombé. C'est ça la valeur du front. Ce n'est pas la bibliothèque que vous allez mettre en place. Ce n'est pas la techno que vous allez utiliser. C'est important, certes, mais ce n'est pas ça le cœur du truc. Comment ça se passe? Le flow. On va avoir des composants. Donc là, je prends une application vue, dans lequel on va avoir du HTML, du TypeScript, parce qu'on se respecte un petit peu. Coucou ceux qui aiment le JS. Pas moi. Le CSS. Et ce composant, il va faire appel à une fonctionnalité qui va être dans notre domaine, qui va être une feature. Jusque-là, tout va bien. On y va, on instancie un use case, et on regarde ce qui se passe. Généralement, notre use case, on va aller taper dans un back-end, parce qu'un front-end aujourd'hui qui n'utilise pas de données, ça existe très peu, ça peut encore exister, mais généralement, on va appeler une API pour consommer de la data et ensuite l'afficher. Et là où c'est fort, c'est que quand j'ai mon port là, et mon adapteur qui est en fait l'implémentation de mon back-end, je suis déjà isolé, je suis déjà protégé. Ce qui fait que mon client m'a dit, une fois, ce serait bien que les articles qui étaient en dur dans le back-end, un peu chiants à mettre à jour, parce qu'il faut redéployer le back-end, puis c'est des fichiers JSON à l'intérieur qu'il faut alimenter. C'est pas super sexy en termes d'utilisation pour notre content manager. Ce serait bien de mettre en place un CMS, on aime bien ça, pour éditer le contenu et le proposer aux utilisateurs. Et là, je me suis dit, ouf, heureusement que j'ai isolé cette partie-là, parce que finalement, ce que j'ai besoin de faire, ça a été fait en moins d'une heure, c'est que le back-end, je le mets un peu à gauche, et je réimplémente cette même interface, mais avec mon CMS. Et comme je protège mon use case, à l'intérieur, c'est toujours la même chose, je veux toujours afficher un article. Évidemment, je n'ai pas de dépendance de mon back-end vers le reste de mon application, ce n'est pas les mêmes objets. Et en fait, je suis safe. Le CMS, il peut me renvoyer un payload complètement différent de mon back-end à la base. J'ai juste un mapping à changer. Et pas tout le reste. Donc là, je dis, oui, on peut changer de solution technique, technologique autant de fois que tu veux. Moi, derrière, la valeur, c'est afficher, par exemple, un article. C'est vraiment pas grave, je peux le faire autant de fois que je veux. Change de techno, fais-toi plaisir. On peut y aller. Donc ça, c'est vraiment un super truc quand vous faites de la clean archigonale. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a le fait de gérer du stockage interne. On aime bien stocker des choses dans les applications front, quand même. Cette architecture nous permet de prendre des décisions le plus tard possible. Donc là, on serait tenté de dire, c'est là que je mets mon store. Là, je fais appel à mon Pinia, parce que quand même, j'aime bien utiliser des libs. Et en fait, non, on pourrait faire
un stockage mémoire dans un premier temps pour tester, voir si ça marche, et puis après dire bah j'ai besoin de faire de la persistance, j'ai besoin de faire une session parce que j'ai des choses à sauvegarder, un nom, un prénom, dans le site, moi j'ai besoin de sauvegarder des scores. Bon bah là oui, effectivement, on va utiliser un store pour faire de la persistance, mais c'est même pas obligatoire. Donc une fois que j'ai récupéré ma donnée, je la présente, donc je vais passer par un autre port et un autre adapteur qui va être le présenteur. Et contrairement un petit peu à ce qu'on peut voir dans la CleanArchi ou l'ArchiExa, dans le front web, c'est lui qui va avoir le plus de code. C'est lui qui va transformer vraiment les objets entités que je peux retrouver dans mon hexagone vers un objet qu'on va appeler le viewModel, ça vient aussi de la clean architecture. Et le viewModel va être la représentation objet de ma vue, de mes composants. Donc si je résume, j'ai un composant qui va instancier un use case. Le use case va faire appel à plein de ports. J'aime bien donner l'image des prises qu'on retrouve dans les murs qui fournissent de 220. Et un port, c'est ça. C'est une prise, on branche quelque chose, mais la prise, elle ne sait pas ce qu'il y a. Le mur ne sait pas non plus ce qu'il y a. Pourtant, elle a un contrat, elle fournit quelque chose. Et bien là, c'est pareil. La prise, elle ne sait pas si on branche un sèche-cheveux, un lave-linge, un chargeur téléphone portable et tout. C'est de l'implème, ça. On s'en fiche. Et bien dans l'archi hexagonale, c'est la même chose. Là, vous pourriez me dire, c'est bien gentil tout ça, ça fait un quart d'heure que tu nous parles de CleanArchi, ArchiExa, CleanArchigonal, mais tu es en train de nous parler des archibacs en fait. Eh ben non. Ça marche aussi dans le front. Alors, c'est pas vos yeux qui déconnent. J'ai dû flouter un petit peu une partie de ce site parce que c'est pas encore sorti, ça sort en septembre. Et j'avais pas le droit de tout dévoiler. Donc, vous inquiétez pas, vos yeux fonctionnent bien. Est-ce que ça marche pour un front web? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Si je prends un composant en vue, ça se présente comme ça. Il y a une partie template. Donc là, j'ai une page qui va instancier un composant, qui est le coach recommandation. Et dedans, je vais lui donner en effet un viewModel. Je rentrerai en détail après dans ce composant. Et c'est tout ce que ça va faire. Sur la partie setup, c'est là que je vais instancier mon use case. On va retrouver d'ailleurs le code couleur vert pour les adapteurs. Donc j'instancie mon use case, je passe une vraie implémentation. J'aime bien mettre le nom de la techno dans mon implémentation, comme ça je me rappelle de ce que je suis en train de faire. Donc le repo des recos personnalisés qui va utiliser Axios. Je vais avoir une méthode d'exécution. Je vais lui dire utilise tel présenteur pour builder le viewModel qui va servir à mon composant. Et enfin, la dernière fonction, c'est une callback pour que le présenteur puisse dire au composant « Coucou, c'est bon, la donnée est prête, tu peux l'afficher ». Ça se résume à ça. Donc une utilisation, un cas d'utilisation. Dans 90% de mon application web, c'est ça. Pour les développeurs un peu juniors qui arrivent, qui onboardent sur le projet, c'est hyper simple à prendre en main. On perd un petit peu avec eux au début, on leur explique comment ça marche et ils sont rapidement autonomes sur le dev. Si on descend un peu plus en profondeur, si on descend sur le composant, que la page pilote, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un template et on retrouve une seule prop. Une prop, c'est en gros, c'est un objet qu'on va utiliser dans notre template, qu'on va venir binder dans le template. Et on remarque qu'on fait aucun setter là-dedans. On ne set rien du tout. On n'a que du getter. C'est-à-dire qu'on va mapper les champs du viewModel vers le template. Ça, c'est chouette parce que j'ai pas besoin de me taper des tests de composants qui sont chiants à mourir à écrire, à exécuter. On attend. Il faut que ça se monte. Il faut que ça se lance. Moi, je préfère lancer des tests en TypeScript pur plutôt que monter des composants. Et là, pour les personnes les plus averties, vous pourrez me dire ah ouais, mais là, on voit une intelligence dans le composant, c'est
Ça va un peu à l'encontre de ce que tu dis. C'est vrai. Ici, base du nombre de jours restants, j'applique une classe ou pas à ma div. Ça pourrait très bien se représenter dans le présenteur. Ça pourrait être une règle de présentation qu'on a dans notre présenteur. Et en plus, on pourrait le tester. On pourrait s'assurer que quand j'ai un nombre de jours restants, eh bien, j'applique le background marron caramel. Si j'ai rien, j'applique le background white. Revenons un petit peu sur tous les objets qu'on utilise dans cette archi. On va avoir plusieurs chefs. On a le use case d'abord, le cas d'utilisation. Lui, c'est le chef d'orchestre. Il va jouer avec les ports et faire les bons appels au bon moment, les orchestrer. Pourquoi pas mettre des petites règles d'orchestration s'il y a besoin. Mais grosso modo, ça va ressembler à ce que vous avez sous les yeux. Le plus important est ce qu'il faut respecter à fond, toujours dans le but d'avoir le moins de librairies dans notre hexagone, on n'en veut pas, c'est les imports. Ici, vous voyez, j'importe uniquement des ports et un tout petit truc du shell, mais en fait, c'est une interface qui est partagée dans toute mon application parce que j'ai des interaction types un peu partout, entre guillemets. Mais on travaille à supprimer ça parce que j'aime pas avoir des trucs tout partout. Il faut ranger les chambres, je rappelle. Je vais avoir un objet qu'on pourrait presque appeler une entité, même si elle n'est pas super intelligente, c'est pas une classe sur laquelle j'ai des méthodes avec des règles métiers, mais c'est un objet que je vais manipuler, que je vais construire, que je vais comprendre au sein de mon métier. Donc une recommandation, elle a un type, elle a un titre, une thématique, des points à gagner, une illustration, un contenu ou pas affiché, et un nombre de jours restants qu'on a vu juste avant ou pas. Un nombre de jours restants à afficher ou pas. Un objet classique, ok, basique. Ce qu'on va retrouver encore dans notre use case, eh bien c'est le port, en orange, code couleur pour suivre, c'est sympa. Le repository que je vais appeler, et sur la méthode execute, le présenteur, que je vais vouloir aussi appeler. Donc là, pour simplifier un petit peu le talk, je fais un appel repo et un appel au présenteur. Okay, je pourrais faire des choses un peu plus complexes, publier des événements à mes autres domaines, etc., pour qu'ils se refreshent, etc. Mais j'ai voulu rester simple. Donc retenez qu'ici, on pilote nos ports. Le repo. C'est là que les fanboys de la technologie peuvent intervenir. Faites-vous plaisir, c'est votre moment. Là, vous pouvez faire des imports vers vos bibliothèques préférées. J'ai choisi ici Red Axios, mais ça pourrait être Axios aussi. C'est juste beaucoup moins lourd qu'Axios. Évidemment, on va retrouver notre objet d'interface, le contrat qu'on a avec l'API. J'appelle ça souvent l'API modèle. Donc en fait, c'est la représentation objet du JSON que je vais recevoir de mon back-end, tout simplement. Et ensuite, évidemment, je vais implémenter mon port, répondre au contrat d'interface du port. Je vais faire mon appel réseau et un mapping. Ça s'arrête là. Ce qui est chouette ici, c'est que si mon back-end n'est pas prêt, parce que mon back-end, mon développeur back, il a toujours plein de trucs à faire, c'est pas grave, on se met d'accord sur l'API modèle, j'implémente un repository en mémoire, et puis pour faire mes tests, pour avancer dans mon dev, c'est complètement OK d'avancer comme ça. Et une fois que lui il est prêt, je débranche mon in-memory repository, je rebranche un repository Axios, et tout va bien. Donc ça permet d'avancer un petit peu en parallèle, surtout quand vous êtes en début de projet. C'est rare que la team backend ait un petit peu d'avance sur les fonctionnalités à développer. Enfin, c'est rare. Ça arrive jamais en vrai. Le présenteur, c'est lui le roi du pétrole, finalement. C'est lui où on va retrouver la valeur. On va retrouver les view modèles. Donc les view modèles, je vous rappelle, c'est les objets qui vont être utilisés dans vos composants. On va trouver un constructeur sur lequel on va passer une callback
parce que c'est le seul moyen qu'on a facilement de dire aux composants, sans utiliser de store, hein, aux composants que la data elle est prête, mais ça marche très bien. Et on va voir une méthode de présentation. Ok, je vais la détailler un petit peu. On va avoir un petit mapping au début. J'ai mon objet du domaine, je mappe le titre avec le titre. Ouais, bon, ça fait un peu passe-plat, vous me direz. Mais là où ça devient intéressant, c'est que je peux avoir des méthodes avec des règles. Ok. Par exemple, pour déterminer l'image en fonction de mon type d'interaction, si c'est un défi, je lui file l'image du défi, qui est stockée dans mon app. Si c'est une KYC, ce sera l'image du KYC. Et puis si c'est un truc que je connais pas, je lui mets une URL par défaut ou une URL que m'aura envoyé mon backend, pourquoi pas. Donc là-dedans, on va pouvoir tester l'entièreté de l'objet qu'on va présenter dans notre vue, dans notre composant. Là, ce qui est super, c'est que même d'un point de vue test, on peut déjà tester plein de trucs sans pour autant être dans le navigateur. On peut tester que le use case appelle bien nos repos, et en lui passant une vraie implème de présenteur, on peut regarder que notre view model correspond bien à ce que éventuellement notre repository nous a envoyé. Et tout ça en très peu de temps, et on le verra tout à l'heure. Ah oui, et enfin, une fois qu'on a fait nos règles, etc., on appelle notre codeback, pas oublier le petit composant qui nous écoute et qui attend patiemment que la donnée soit prête. Le test. J'ai voulu mettre une petite preuve quand même, une petite capture de l'exécution des tests. Ça prend vraiment 3 millisecondes pour un use case sur mon front. Si je voulais faire la même chose à travers un parcours ou à travers un composant, ce serait bien plus long. Déjà parce que faut que je fasse je commence par le composant. C'est pas forcément agréable. Là, je peux commencer par mon use case. Je peux même commencer à le faire en TDD avec l'intention. Ça va être quoi mon view model? Qu'est-ce qu'on veut retourner à la vue? Et puis comme ça, j'implémente mes règles de présentation au fur et à mesure. Et une fois que je suis bon, je peux m'attaquer aux composants. Là, sur mon test de use case, je vais encore une fois pas utiliser de bibliothèque. Je pourrais utiliser Jest pour moquer des choses et tout. Je vais mettre fin au débat tout de suite. Je vais parler de mock. Je ne rentre pas dans le débat mock, spy, stub, etc. On va considérer que c'est des mocks. En vrai, c'est des doublures de tests. Des mocks. Et ces mocks, ils vont me renvoyer des données dans un use case précis. Retenez juste ça. Donc j'ai mon use case, je l'exécute, je donne une vraie implémentation de mon présenteur, parce que finalement, c'est ça aussi que je veux tester, c'est tout l'enchaînement. C'est mes tests de comportement, finalement. Et à la fin, dans mon expect, je vais regarder ce que vaut mon view model. Et je peux aller vraiment très loin. C'est-à-dire que si j'ai un bouton qui doit me faire une redirection vers une URL, etc., je peux tester que je vais aller taper sur la bonne URL. Je peux tester le style que je vais appliquer sur ce bouton, parce qu'il peut varier en fonction, par exemple, de mon type d'interaction, et ne pas prendre toujours le même libellé en fonction de mon type d'interaction aussi. Donc je peux absolument tout tester juste avec mon TypeScript. Et ça, c'est vraiment fort, et c'est ce qui me permet d'aller très vite sur mes tests. Et d'avoir des tests en 3 millisecondes. Donc si je résume un petit peu sur le meilleur des deux mondes, sur cette clean archigonale, mais finalement dans le front. Le premier point, c'est si l'équipe backend n'est pas prête, banco, c'est pas grave, on se met d'accord sur un contrat d'API et tout le monde développe en même temps. Et généralement, quand on raccroche les wagons, ça se passe bien. OK ? Le deuxième point, c'est le view model. Finalement, ça va être l'objet un peu cœur de votre front qui vont être utilisés par vos composants. Et il va être parfaitement adapté à votre composant. Il va être 100%,
adapté, oui, au composant. Il va être mappé 100% à votre composant. Le troisième point, moi je sais pas vous, mais mes designers, ils changent d'avis, mais genre tous les jours. Ouais, tu peux changer ça, mettre la couleur là, machin. Ah, déplacer ce bloc-là, le mettre là. Tous les jours, il y a une nouvelle idée. Je dis, mais attends, on n'a même pas encore testé le truc que tu veux déjà changer. Bon, bah, c'est pas grave, on peut changer lui, sans réécrire tout le modèle, sans réécrire toute l'application. C'est pas grave parce que finalement, c'est de l'agencement. C'est peut-être un peu de classe CSS qui n'a pas besoin d'être testé, etc. C'est OK. L'autre point, c'est que moi, je suis nul en intégration. Mettez-moi à faire du CSS, mais je vais mettre 8 jours pour faire une page. Heureusement, dans Matif, j'ai quelqu'un qui fait ça très très bien. Ce qui fait que sur une nouvelle fonctionnalité, on peut se splitter en deux. Moi, je vais faire toute la partie un peu archi, récupération de données, transformation, etc. Et lui, comme on peut contractualiser sur un vieux modèle, ben, il peut se faire un petit vieux modèle en dur dans son composant et travailler sur l'intégration. Faire des beaux bords arrondis, des petites animations et tout. Moi, je suis incapable de faire. Enfin, si, mais ça me prend trop de temps. Et du coup, on va plus vite. On gagne du temps. Cette archi, vous l'avez vu aussi, elle peut nous faire gagner du temps sur la testabilité. On va revenir un petit peu sur la stratégie de test qu'on peut mettre en place sur ce type d'architecture. Et on va vraiment s'abstenir d'utiliser des libs qui vont finalement pas nous apporter grand-chose. Et enfin, l'orga de l'équipe, en effet, je vous l'ai dit juste avant, moi j'aime pas trop faire les intégrations UI, c'est pas ma tasse de thé. On pourrait prendre juste un intégrateur dans l'équipe qui se charge de faire toute la peinture, de faire le CSS qui va bien, toute l'intégration, sans gêner la partie dev qui va s'occuper du cœur du front. Et ça, c'est vraiment agréable. On va faire un petit jeu pour un petit peu vous réveiller. À votre avis, par main levée, comme ça, hein. Normalement vous êtes tous presque équipés de bras. Par main levée, à votre avis, il y a combien de use cases pour fabriquer cette page? Ceux qui pensent qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a un seul use case, vous levez la main. Un use case. 2 use cases. 2, j'ai quelques mains là. 3 use cases. Un peu plus de mains. 4 ou plus. Le reste, quasiment. Bien joué. Regardons un petit peu ce qui va se passer. Je sais qu'il y en a qui vont rager. Je vous vois. Là-haut, là, il y en a un déjà. Ah ouais, celui-là, on l'a pas vu, c'est trop petit. C'est le chargement du score. Eh ben ouais, charger le score, c'est un use case. Ça n'a rien à voir avec le reste. Ça fait 1. Le deuxième, souvent on ne le voit pas trop non plus celui-là. C'est cette petite barre là. C'est la barre de service. On peut installer des petits services sur l'application. Et le charger des services installés, c'est aussi un use case. Le troisième, c'est lui, c'est le chargement des missions. Pas facile à voir non plus. Là, elles sont dans un état terminé, mais c'était quand même un use case. Et enfin, ici, c'est le chargement des recommandations. Aujourd'hui, dans l'état du site, ça a un petit peu évolué. En haut, vous avez tout ce qui est défi, et en bas, c'est le reste. On a décidé de créer un nouveau domaine qui est lié au défi, parce qu'il y a plein de features liées à ça à côté. Donc, dans la réalité, aujourd'hui, on aurait plutôt 5 use cases plutôt que 4. C'est ce que permet aussi cette architecture-là, c'est que des fois, on découpe un peu grossièrement, et puis on se rend compte que ce serait pas mal de sortir un peu cette nouvelle fonctionnalité, de découper encore plus, parce que isoler, c'est... Merci, ça suit, super. Donc comme on a envie de gagner, on isole plus, on découpe, et on fait émerger de nouveaux domaines. C'est bizarre, ça rappelle étrangement un truc qui s'appelle DDD. Toute ressemblance serait purement fortuite, évidemment.
Donc 4 use cases. Pourquoi faire ça? Tout à l'heure, on avait dit que la valeur du front, finalement, c'était aussi de garantir une bonne expérience utilisateur. OK? Aujourd'hui, si j'ai un use case en erreur parce que, je sais pas, j'ai une route de mon backend qui, pour une raison X ou Y, ne répond plus bien, je garantis que le reste, quand même, fonctionne. Je vais pas, le service sera en mode dégradé, certes, mais je prive pas mon utilisateur d'accéder, par exemple, au service si mon API de score ne répond plus. OK? C'est important, ça, de pas mettre une page de maintenance en disant désolé, pour un truc qui tombe, on met en carafe tout. Non, on essaye de garantir un service maximum. Pour les temps de chargement aussi, on va être un petit peu plus opti. Dès qu'on a quelque chose de prêt, ça s'affiche. On peut mettre des petits squelettons en fonction aussi des composants qu'on a, des petites animations de chargement. C'est assez chouette, ça rend l'expérience utilisateur un petit peu plus sympa. C'est pour ça qu'on découpe. La stratégie de test, c'est celle qu'on a mis en place sur le projet. On a une grosse base de tests de comportement. Test de comportement, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans les slides de test. C'est-à-dire que je prends mon use case, une vraie implémentation de présenteur, et une doublure de test pour mon repository qui va me retourner des objets en fonction du cas d'utilisation que je veux tester. OK? Souvent, il y a la confusion en disant Dodo, est-ce qu'on m'appelle Dodo? Vous avez le droit de m'appeler Dodo. Il y a la confusion faite en disant c'est pas des tests unitaires. Et en fait, par abus de langage ou je sais pas dans la culture à un moment donné des tests, on s'est dit un test unitaire, c'est une unité au niveau fichier de test. Donc, ce qui voudrait dire, je teste unitairement mon use case tout seul, unitairement mon présenteur tout seul. Et finalement, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, moi, je préfère faire des tests de comportement. C'est ça mon unité de test. Et ça, j'en ai beaucoup. Comme ça prend 3 millisecondes, on peut y aller. J'utilise quoi pour ça? Pour ceux qui aiment bien les technos, j'utilise Vitest. Oups là, pardon. Il fallait que je glisse. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. Des tests d'accessibilité, c'est incontournable maintenant. En plus, c'est un site public. Donc forcément, on attache de l'importance. Donc c'est ma deuxième plus grosse base. Donc là, je vais tester mes pages. Donc je vais rendre une page et je vais regarder si tout se passe bien avec Lighthouse, si les contrastes sont bons, si les ARIA labels sont bons, si mes formulaires sont OK. Bref, on va checker déjà un bon nombre de règles d'accessibilité sur ces pages. De toute façon, il n'y a pas le choix. On a mis l'objectif à 100%. Donc si on est à 99, ça pète. Il faut trouver une solution. Ensuite, décidément, les tests end-to-end, c'est un peu un mensonge. J'appelle pas vraiment un back-end pour le faire, mais on y va presque. Je teste un parcours finalement, par exemple un parcours d'inscription ou un parcours de réalisation de défis, mais quand même je vais moquer un peu les API du back-end parce que j'ai pas envie de monter un back-end de test, etc., qui est dédié à ça. Surtout que c'est des données un petit peu dynamiques, donc la prédictibilité n'est pas forcément fastoche à faire. Donc, tout est vrai jusqu'à la couche d'accès réseau. Et les deux derniers, c'est vous qui allez me les dire. Qu'est-ce qui reste? Le prochain, c'est quoi à votre avis? Plus fort. Test manuel. Test manuel, c'est pas tout de suite. C'est ceux que j'aime pas trop faire. Non. Bon, ça marche. Non, c'est les tests de composants. J'en ai un petit peu. J'ai des composants qui sont un petit peu compliqués dans l'application, enfin un petit peu compliqués, où il y a un petit peu d'intelligence. Je pense notamment, on a des quiz où il faut passer à la question suivante, il faut gérer le fait d'afficher ou pas des choses
quand je réponds mal à la question. J'ai un affichage un petit peu différent aussi quand je réponds bien à la question, des enchaînements, etc. Donc ça, on s'assure quand même avec un test de composants que ça roule. Voilà. Mais vraiment, on n'en a vraiment pas beaucoup parce que l'objectif, c'est d'avoir un view model qui est au service du composant. Et comme normalement, on est censé faire que des get, il n'y a pas trop de raison de mettre de tests de composants. Mais des fois, on n'a pas le choix. Et à la fin, en effet, il faut quand même penser à nos chers PO. Ils sont un peu utiles de temps en temps, surtout pour ça, pour les tests manuels. Évidemment, au travers du navigateur. Ça, on n'en a pas des masses, parce que vous vous doutez bien que tester l'entièreté de la feature manuellement, vous savez, ces grosses phases de recettes où on fait, on fait une grosse passe de non-régression toute la journée, tout le monde est là en train de tester, ça prend une journée. On va pas faire ça tous les jours. On va faire confiance aux couches qui sont plus basses pour garantir que finalement, nos tests manuels vont bien se passer. Il y a une autre chose que je n'ai pas dite, c'est que la pyramide, elle est vraiment dans le sens, plus je vais vers la base de la pyramide, plus j'ai de tests. Ce n'est pas une histoire de vitesse d'exécution. Okay, mes tests end-to-end, ils ne sont pas forcément moins rapides que mes tests d'accessibilité, par exemple. Okay, c'est vraiment en termes de quantité de tests. Spoiler alerte, parce que je vous vois venir aussi, je vous connais un peu. Certains d'entre vous pourraient dire, j'ai vu un super talk, vraiment trop bien, sur la clean archigonale dans le front. Il faut vraiment qu'on fasse ça. Non. Je vais vérifier. Je prendrai les noms de ceux qui étaient présents aujourd'hui. Si vous avez une console d'admin à faire, qui va afficher des données dans votre base de données de votre base de données directement dans votre front, parce que c'est ça la valeur du truc, et c'est ça que vous voulez administrer et changer, et faire des opérations CRUD dessus. Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison de mettre ce type d'architecture-là en place. Okay, ce talk, ce n'est pas la silver bullet des nouvelles architectures front ou des nouveaux projets que vous allez mettre en place. C'est une expérience, c'est un autre moyen de raisonner, mais s'il vous plaît, restez pragmatique. C'est un outil. Utilisez les bons outils au bon endroit. Okay, je ne voudrais pas être le responsable de la catastrophe des futurs projets web qu'on pourrait tous développer. Et c'est tout pour moi. Sur cette slide, vous retrouvez à gauche le code source, à droite le feedback, pour dire que c'était vraiment génial. Il nous reste un petit peu de temps, donc je peux prendre des questions si vous en avez. Relevez la main. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Par contre, une question que je me pose, c'est une fois qu'on a déplacé toute la logique de présentation dans le présenteur et éventuellement les complexités des appels divers et variés à la couche infra dans la partie les adapteurs de droite, qu'est-ce qui reste réellement sur les use cases sur un côté front en fait? Puisqu'on va avoir, j'ai l'impression qu'il reste plus grand chose, puisque normalement on a quand même pas mal de logique qui est portée par le back, surtout si on fait au niveau REST, on fait du Edge OS. Du coup, qu'est-ce qui va rester dans les use cases? Les use cases, ils vont avoir, si tu veux, les règles d'orchestration. Là, j'ai pris un exemple très simple pour la présentation, mais tu vois, entre mes domaines, je vais avoir un bus que j'ai fait à la main, et qui va dire, tu vois, sur tel use case, j'ai besoin de prévenir un autre use case de se recharger, etc. Donc, je vais émettre un événement, et dans mes tests, je vais garantir que cet événement, il a été publié.
par exemple. Ou me dire, dans tel contexte, par exemple, si je réponds à un quiz article, c'est un objet que j'ai dans mon application, et si c'est un quiz ou un quiz article, dans le cas du quiz article, je vais marquer l'article comme lu, sinon je ne vais pas le marquer comme lu, et cette règle-là d'orchestration va être dans le use case. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on va avoir juste 2 appels, 3 appels. On pourrait dire que c'est un peu passe-plat, mais c'est OK. Pour moi, c'est OK. OK, merci. Ça répond ? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je suis là. OK, super. Oui. Alors, j'ai vraiment 1 milliard de questions. Je vais essayer d'être concis. Je suis là encore demain. Donc, OK. Je vais essayer d'en poser 2 si c'est possible. La première, tu disais au tout début de talk qu'au final, la seule choix de techno-structurant, ça restait le framework. De base, ouais. J'ai l'impression qu'au final, il est réduit à sa plus simple expression et que finalement, c'est presque trivial d'en changer et que finalement, c'est pas si structurant que ça. Exactement. Et merci pour la question parce que c'est un point que j'ai pas évoqué dans ce talk. Je me rends compte, j'ai vécu une galère sur un de mes anciens projets où il fallait passer de vue 2 à vue 3. Je vois des petites réactions. Et il y en avait partout. Il y en avait partout. Et je crois que la migration, elle a pris plusieurs mois et c'était un enfer. Les équipes ont beaucoup souffert. Et donc, sur ce projet, j'ai dit, plus jamais ça. Vraiment plus jamais. Et mon framework de rendu, finalement, il va s'occuper de faire le rendu. Voilà. Et si demain, pour une raison X ou Y, on me dit, Dodo, il faut faire du React, la probabilité est quand même assez nulle. Finalement, tu vois, tout ce que j'ai dans mon domaine, qui est du TypeScript, je peux le prendre et le remettre dans une autre techno. C'est ça aussi, le isoler, c'est gagner. C'est vous prémunir des migrations, c'était pareil pour Angular d'ailleurs, les migrations de framework de base que vous allez utiliser pour votre front, c'est que vous facilitez la vie, quoi. Et une autre anecdote avec ça, c'est le choix de librairie de store. Au début, j'étais parti sur Vuex. Maintenant, dans la doc, c'est deprecated, il faut utiliser Pinia. Et en fait, comme c'était juste dans un adapteur à droite, j'ai juste changé la lib et en avant Guingamp, ça marchait très très bien. Merci pour la question. Une dernière question, si vraiment on a le temps. Tu disais aussi qu'il c'est pas forcément une architecture qui va s'appliquer partout et que c'est pas une silver bullet. Alors, selon toi, quels seraient les cas d'usage qui seraient les plus appropriés pour appliquer cette architecture? Là, dans ce projet-là, ça s'applique merveilleusement bien parce que j'ai pas de back for front. Je sais pas si vous connaissez de cette notion. On appelle ça un BFF. Et souvent, quand on est un peu multicanal, donc on a un mobile, un front, on n'aime pas faire plusieurs fois la même chose. Ok. Après, je challenge un petit peu, par exemple, le mobile de faire du CSS, mais bon, c'est un autre débat. Si je consomme simplement une API qui est pas trop prête pour le front, je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Si tu as déjà un BFF qui te fait tout pour toi, ça fait le café, c'est lui qui va taper peut-être le CMS, qui fait toutes les orchestrations, fair enough, tu peux utiliser l'archi que tu veux, celle-là est pas spécialement appropriée. Mais là, comme j'ai quand même pas mal de transfo, d'intelligence, etc., je trouve ça agréable au quotidien de l'utiliser. Moi, du coup, j'aurais une question sur le découpage en use case. Oui. Dans le cas où on a 2 use cases assez complexes, mais en fait, on a besoin des mêmes données. On va éviter de faire 2 fois l'appel, du coup, au réseau. Comment est-ce que tu gères ça? Eh bien, ce que j'ai fait j'ai typiquement ce cas-là, 2 use cases qui sont ils sont peut-être dans le même hexagone ou même dans le même domaine. Ils peuvent partager une même implémentation de port. Donc un repository, je sais pas, par exemple, qui me donne les recommandations, puis on dit que ça vit pas, et l'autre il en a besoin aussi. J'ai pas envie de refaire l'appel réseau. Je peux mettre un petit cache sur cet appel réseau, et en fait je vais cacher non pas le JSON que l'API me renvoie, mais plutôt ce que moi j'ai retransformé pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc je me suis fait des annotations de cache, pas dans ce projet-là, mais dans mon ancien projet,
Je cache ça et puis j'invalide s'il y a besoin. Mais il faut faire attention à ça, parce que dans le monde réel où tu as aussi des applis mobiles qui vont consommer, c'est pas ton front à toi qui est la source de vérité. C'est plutôt le back-end finalement qui a la source de vérité. Donc il faut communiquer quand même avec ton équipe back en disant est-ce que c'est OK pour vous que dans ce cas-là que je mette du cache ou pas, parce que ça peut être invalidé par une utilisation sur mobile, etc. Donc faut faire un petit peu attention avec ça, mais c'est comme ça que je ferai. Ok, merci. Merci beaucoup. Moi, je suis beaucoup plus à réutiliser le HTML natif et notamment tous les appels HTTP qui peuvent être induits par du HTML natif sur les formes avec des boutons et ce genre de choses. Du coup, ça bypasserait complètement là, les use cases et les repositories. Comment est-ce que ça pourrait s'intégrer dans l'architecture? J'en ai aucune idée. Parce que derrière, ça a quand même d'énormes intérêts de fonctionner sans JavaScript, d'avoir une validation unique côté back, etc. C'est vrai. J'ai pas. Très bonne question. Je vais la creuser. Ok. Smart. Ouais. De l'hexagone, ouais. Ok. Fine, super. Plus de questions? Eh bien, merci beaucoup.